Et allez l'OM, comment ça va la team? Nous sommes à un jour, pour ceux qui vont me regarder aujourd'hui, ce vendredi, un jour de la reprise du championnat. Et oui, puisque nous n'avons pas de Coupe d'Europe cette année, en espérant l'avoir l'année prochaine et terminer, pourquoi pas, dans les places européennes pour la Ligue des Champions, donc deuxième ou troisième. Alors aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse. Pour ceux qui l'ont suivi avec moi en live, eh ben, on a passé un bon moment. On a analysé ça, j'ai analysé ça rapidement pour vous en live, mais je vais le refaire en vidéo. Voilà, donc en vidéo, je vais vous donner mon avis. Vous avez vu dans le titre, coup de pression. Alors, coup de pression, c'est ce que je retiens. Il y a d'autres choses à retenir pour la fin de saison. Ce n'est pas vraiment sur la fin de saison, mais c'est vraiment un coup de pression pour ce qui s'est passé dans ce mercato hivernal avec l'histoire du départ de Brassier, oui, de Meïté, oui, et le remplacement des défenseurs qui sont partis. C'est Luis Felipe Ramos qui est arrivé, mais il est toujours blessé. Donc, on n'a pas beaucoup de choix en défense et c'est problématique. Comme il le dit là, voilà, donc dans le tweet que je vous mets là à l'instant, pour jouer à 4 derrière, il me manque un axe droit. Balerdi est absent, on le sait, pour blessure. Il va probablement revenir, on va en parler après. Philippe ne peut pas jouer 90 minutes, donc c'est un autre choix de moins. Si je reste, alors attention, là c'est la phrase, c'est pour ça que j'ai mis coup de pression. Si, voilà, on était habitué à De Zerbi qui disait « Moi je suis là pour le projet de 3 ans, pour 4 ou 5 ans. Voilà, ça me plaît, cette tension-là ici et là. » Là, il nous a dit quand même, si je reste ici, l'an prochain, je demanderai des joueurs qui s'adaptent pour repasser à 4, car je le souhaite aussi. Donc là, c'est un petit coup de pression qu'il met envers la direction concernant le mercato et les joueurs qu'il n'a pas eu. Voilà, donc pour ce mercato hivernal qui pose souci, je vous avais donné mon avis là-dessus. On sent un petit peu qu'il y a peut-être une tension qui se crée entre Roberto De Zerbi, peut-être son pote, le tête d'ogive Rossi, et la direction composée, on va dire, du tandem Benassia-Longoria. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois ça comme ça. On verra à l'avenir si on termine bien la saison. Je dis bien si on termine bien la saison, je l'espère. Je pense qu'on va bien terminer la saison, c'est-à-dire sur la deuxième ou troisième marche. De Zerbi restera et c'est à ce moment-là qu'on verra comment ça va se passer. Si encore si ça se passe mal, qu'il n'a pas les recrues qu'il veut, attention qu'on ne soit pas surpris à ce qu'il y ait un départ de Roberto De Zerbi. Je le vois ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un mec qui est quand même avec une certaine trempe, qui a quand même un tempérament, un caractère fougueux et assez voilà, latin, on va dire. Donc il pourrait partir à tout moment. Il est sanguin. Voilà, c'est un sudiste et c'est un ancien ultra des Breccia. On va pas parler de Breccia, on va parler des ultras. On va enlever ça et on va parler de quoi? Du mercato aussi. On y va tout de suite après quoi? Tout d'abord, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Abonnement, like, dislike, partage si vous êtes content du contenu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager votre opinion. Moi, je vous réponds à chaque message. Et n'hésitez pas aussi à revenir demain. On se retrouve demain en live pour le match. 19 h jusqu'à 23 h. 24 h, j'allais dire, dans minuit, pour le match de demain. Très important. Il reste 5 matchs, 5 finales, et en espérant 5 victoires. Allez, on y va sur quoi? Sur l'introduction, et on change d'écran pour le mercato. Et le mercato, et oui, c'est qui, c'est quoi, c'est qu'est-ce? C'est toujours Luis Enrique, le dossier le plus chaud. Il est sur le départ, il a donné son aval pour partir du côté de l'Inter. Dans le transfert de Luis Enrique à l'Inter, il n'est pas impossible que le club italien mette un joueur dans l'opération. Donc pourquoi pas un échange entre un joueur de l'Inter qui ne jouerait pas ou n'aurait pas sa place de titulaire probablement, qui aurait une valeur moindre, parce qu'il ne faut pas penser que ça sera un Dumfries, comme j'ai entendu, un Di Marco ou un Lautaro Martinez, encore mieux. Non, non, il faut penser aux joueurs qui n'ont pas leur place, un joueur qui serait à moins de 10 millions de valeur sur Transfermarkt ou sur d'autres sites qui pourraient évaluer la valeur du joueur. Et pourquoi pas rajouter une somme. Voilà, on parle d'une certaine somme. Vous allez voir quelle somme on parle du côté de l'Italie et de Gazzetta dello Sport. C'est Gazzetta dello Sport qui nous donne cette information. Il serait apprécié, ce joueur qui serait mis dans l'opération, qui serait, c'est toujours du conditionnel, à prendre avec grosse pincette, il serait apprécié de Mehdi Benassia. Donc, dans l'imaginaire que je me fais, dans mon scénario que je me fais, on suivait un joueur qui est piston droit, piston gauche, il est polyvalent, il peut jouer sur les deux couloirs, qui est arrière, ou piston comme je le dis là. C'est Zalewski. Zalewski qui est parti du côté de l'Inter, prêté par l'AS Roma. L'option d'achat devrait être levée. Elle n'est pas si chère du côté de l'Inter. Pour l'instant, il ne convainc pas du côté de Milan, de l'Inter. L'option d'achat est à 6,5 millions d'euros. On peut penser qu'il lève l'option d'achat. Alors, c'est un scénario peu probable, mais imaginons la chose. Et derrière, il nous l'échange contre Enrique. Donc, Zalewski vient à l'OM,
Enrique part à l'Inter, il nous donne bien sûr de l'argent, je parle de l'Inter, il nous donne les 20, 25 millions ou 30 millions, je ne sais pas combien ils vont nous donner. Donc on aurait un joueur en remplacement, plus de l'argent. Et il faut penser aussi à l'histoire de Bennacer. Bennacer, du côté de l'AC Milan cette fois. L'AC Milan veulent nous le lâcher pour 12 millions d'euros dans l'option d'achat. Et ils veulent, pourquoi pas, un Dedic en échange. Donc pourquoi pas imaginer un petit départ de Dedic pour ne pas balancer de l'argent sur Bennacer. Et derrière, on a Zalewski qui arriverait à l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ce scénario, qui est peu probable. C'est dans ma tête, c'est un imaginaire. Donnez-moi votre avis. Allez, terminons avec Luis Enrique. Luis Enrique qui, du côté de l'Italie, je vous l'ai dit, c'est cité. Donc, sur Gazzetta dello Sport, j'ai regardé sur l'article. Je vous mets ça en français et je vous mets ce qui est important principalement. Donc, je vous mets en couleur. Ce qui est important, c'est ça. En jaune, 25 millions d'euros. C'est ce que proposerait l'Inter. Souhaiterait donc le conclure l'achat avant la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera du 15 juin au 15 juillet. Je crois un truc comme ça. J'allais dire janvier. La demande française, donc la demande de l'Olympique de Marseille, est de environ 35 millions d'euros. Donc, ce qui correspond un petit peu à ce que je dis là. Zalewski, une valeur de 10 millions, je crois, sur Transfermarkt. Même s'il achète 6 millions et demi, on va dire entre 6 et 10. Et ça correspondrait à cela. Ça ferait 25 plus la valeur du joueur. On peut penser un petit peu à ça. Alors, bien sûr, c'est pas Football Manager, c'est pas FIFA, c'est le football, c'est la vie réelle. Donc, ça peut aussi être que de l'argent et pas avoir un joueur derrière. Mais on peut le penser. Si vraiment cette information est concrète, on peut le penser. Un domaine de ce domaine-là, pardon, un scénario de ce domaine-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire quel joueur vous voulez du côté de l'Inter qui soit abordable. Ne me sortez pas les joueurs que je vous ai cités. On termine avec l'histoire et le dossier de monsieur Luis Enrique qui ne veut plus rester à l'OM. Du côté de l'Argentine et le journaliste Uriel Lucht, on va l'appeler comme ça, l'Inter a ouvert des négociations formelles. On le sait pour Luis Enrique. Les discussions avec l'OM progressent. Donc il y a un progrès, on est proche d'aboutir à un accord total. Un accord tripartite comme on dit. Il y a déjà un accord entre Luis Enrique et l'Inter. Il manque maintenant l'accord entre l'OM et l'Inter. On parle d'un montant de près de 30 millions d'euros, obligations comprises, donc bonus compris. Donc 30 millions au total, c'est ce qu'on dit dernièrement, les 29, les 30. Là on parle de 25 du côté de l'Italie, pourquoi pas à mettre un joueur en plus. Le joueur souhaite, donc Luis Enrique souhaite que le transfert soit effectué. De plus, d'autres clubs sont intéressés. Donc là, il nous rajoute ça. On le sait très bien. Il y a le Bayern, il y a un autre club italien qui n'est pas connu, mais je pense que c'est la Juve. Il y a Newcastle, Arsenal, Aston Villa, Nottingham Forest. Et j'en oublie un peut-être, Bayern Leverkusen, je crois. Voilà, c'est tous les clubs qui sont concernés et intéressés pour Luis Enrique. Et j'oublie un qu'on a cité hier, c'est Manchester United. Ouais les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le scénario que je vous ai proposé pour Luis Enrique. Et on va aller sur quoi? Sur l'actualité, parce que c'est match demain et on y va tout de suite. Et c'est match avec la lutte au podium pour l'Olympique de Marseille qui est toujours 3e, ça ne bouge pas, il n'y a pas eu de match dans la semaine. Donc 53 points, on fait le point sur le classement, 53 points pour Monaco, vous le voyez en haut à gauche, 2e. 52 points pour l'OM, 3e à 1 point de retard, avec un match qui est plus abordable pour nous, même si nous sommes en difficulté mentale, morale, sportive. Du côté de Montpellier, ça va beaucoup plus mal. Donc une petite victoire, Monaco qui affronte Strasbourg qui est une équipe en forme, on peut penser qu'ils peuvent se faire accrocher. Donc on pourrait doubler l'équipe de Monaco. Derrière nous avons le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Ça me fait rire parce que les Lyonnais hier ils étaient euphoriques pendant le match en revenant à 2-2, en menant 4-2 en prolongation. Et ben malheureusement non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux aller en demi-finale d'Europa League, demandez aux vrais Olympiens. Lille, Auxerre, de leur côté, Monaco, Strasbourg, on vient de le citer, et Nice, Angers, avec 4 points de retard. Ils sont un petit peu à la traîne, ils sont en difficulté, les Niçois, ils ne gagnent plus depuis 6 matchs. Donc c'est une équipe qui risque de flancher, surtout qu'ils ont un match après à Paris, ça va être compliqué pour eux. Comme les Strasbourgeois, ils vont recevoir Paris dans 2 matchs, dans 3 matchs, et là ils vont à Monaco, ça risque d'être compliqué. Et s'ils enchaînent, eh ben ça pourrait être la grosse surprise pour les Strasbourgeois. On va pas rester sur les Strasbourgeois, on va maintenant sur l'actualité, on va tout doucement sur la conférence de presse, et je vous mets la compo de De Zerbi, qui est pratiquement officielle. Je vous l'annonce maintenant, compo pratiquement officielle, juste à la fin de la vidéo. On y va, let's go, avec l'OM qui se déplacera à Lille le dimanche 4 mai à 20h45. Le match sera diffusé sur DAZN. On voit Zegrova face à Balerdi, en espérant qu'il sera de retour, et on va en parler justement après. Donc un gros duel dans le match, en espérant que les deux soient là, ou pourquoi pas qu'un seul, celui de droite, et en espérant bien sûr qu'on ne perd pas là-bas, et pourquoi pas qu'on gagne. On y va tout de suite avec un autre match
c'est celui qui nous intéresse, c'est celui de demain au Vélodrome. Le stade Vélodrome va afficher justement un nouveau record, probablement. Record d'affluence avec plus de 66 200 supporters qui seront présents demain face à Montpellier. Dans la période difficile qu'on vit, franchement, félicitations à tous ceux qui vont se déplacer au Vélodrome. Il faut avoir envie de voir cette équipe-là en ce moment, même si on n'est pas loin d'atteindre notre objectif. Donc, on peut être un peu fâché envers cette équipe, mais restons unis. Voilà, c'est très bien qu'on batte encore ce record-là. Il y aura des messages dans les tribunes, bien sûr. On peut s'attendre à avoir des banderoles. Pas Seb H Foot, je t'aime. Non, à moins que tu la fasses de ton côté, Nascimento, si tu me regardes. Mais pourquoi pas envers la direction, envers De Zerbi, envers certains joueurs. Pourquoi pas voir des banderoles demain en espérant que ça se passe bien, voilà, qu'il n'y ait pas de bronca dans la rencontre, c'est-à-dire qu'on aura gagné la rencontre, que le match se sera bien passé, et je n'espère que ça. Moi, je veux des victoires. Je ne veux pas des défaites pour virer, par exemple, le coach. Je ne veux pas des défaites pour taper sur les joueurs. Moi, je ne suis pas comme ça. Je vois qu'il y en a beaucoup dans la team OM qui sont dans ce sens-là. Pour virer le coach parce qu'il n'aime pas, il préférait voir son OM, son Olympique, son équipe. Et encore, je ne sais même pas si c'est son Olympique, son équipe, parce qu'on se demande pourquoi ils les supportent s'ils veulent les voir perdre. Les voir perdre pour voir partir le coach, par exemple. Ouais, moi, je n'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de les voir gagner. Tous les matchs. Peu importe la manière. Là, on doit être sur victoire, 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 victoire. Là, c'est la manière qui compte pas. Je m'en fous complètement. Donc, on enchaîne maintenant avec la conférence de presse et on y va next avec De Zerbi qui nous dit « Je peux tout changer ». Alors, on lui demande pour quelle raison en ce moment, ça va mal. Pourquoi la dynamique est pourrie autant que ça? 5 défaites dans les 7 derniers matchs. Et il nous dit, je peux tout changer. Il n'y a pas que le côté tactique. À tous les matchs, je pense toujours à l'aspect tactique. Il n'y a pas que le côté tactique. Il a dit, à ce que je pourrais changer. À ce que je pourrais changer. Par exemple, revenir en 4-2-3-1 comme il le voudrait. Pourquoi pas? On va voir ça après. Sauf que le problème actuel de l'OM, c'est le cœur et le mental. C'est la tête. Moi, je vous l'ai déjà dit. Alors, je pense un peu la même chose, même si... Alors, il nous rajoute, si ce n'est pas présent, l'aspect tactique n'a pas d'effet. Je ne dirais pas que l'aspect tactique n'aura pas d'effet, mais on va dire que c'est vrai que le mental, il joue beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui se croient arrivés. Se croient, je sais plus, bon bref. Qui se croient, allez, on va le dire comme ça, qui se croient arrivés au bout du tunnel. Je vous l'ai dit, on n'est pas arrivé au bout du tunnel. Il restait encore pas mal de matchs, une dizaine de matchs. Et on avait quelques points d'avance, 8, 10 points d'avance par exemple sur les Lyonnais. Et malheureusement, ils ont flanché à ce moment-là. Ils se sont un petit peu laissés aller. Ils se sont dit, c'est bon. Voilà, plus besoin de faire les efforts comme on faisait avant. Peut-être à l'entraînement, peut-être en match. On les a vus en match. Certains, on ne va pas les citer maintenant. Peut-être après. Par exemple, Enrique ou d'autres, peut-être. Je cite Enrique parce que bon, il y a l'histoire du but contre Lens, le but contre Toulouse, le but contre Monaco. Ça fait quand même pas mal sur ces derniers matchs. Donc, l'aspect mental, très important, on est d'accord. Mais l'aspect tactique... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Roberto De Zerbi. Pourtant, je le défends. J'aimerais le voir l'année prochaine. Si ça se passe bien, j'espère qu'il soit là l'année prochaine. Avec les coups des franges sur le mercato, qu'il ait le regard sur le mercato et qu'il ait ce qu'il faut et qu'il nous réponde maintenant sur le terrain avec la manière et les résultats. Pas que l'un ou l'autre. Mais la tactique, si tu changes la tactique, ça peut changer aussi le moral et le mental. Et oui, parce que si tu le mets les joueurs à leur poste, peut-être qu'ils seront plus heureux sur le terrain, peut-être qu'ils répondront plus présents. Ça aussi, il faut le penser dans ce sens-là. Tu peux changer le mental en changeant le côté tactique avant. Ça, je sais pas, moi je suis pas coach, mais je l'imagine comme ça. C'est une logique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous ai fait ça vite fait. C'est mon avis sur ce côté mental qu'il a appuyé dessus. Et le cœur et les couilles, on sait très bien ce qu'il va dire. Et s'il est là, on va pas lésiner là-dessus et on continue. On m'a vendu comme un criminel. Là, c'est par rapport à la presse. Je vous l'ai dit. Bon, il était énervé envers cette question-là. On lui a posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez un peu votre rapport avec la presse? Et si là, il a dit, on m'a vendu comme un criminel. Ce n'est pas le cas. Depuis le 6 juillet et jusqu'à aujourd'hui, je donne tout pour le maillot. Il a monté l'écussion comme ça pour ce club. J'ai toujours été professionnel. J'ai parfois fait des erreurs. Là, il avoue que lui aussi fait partie des fautifs. Il est autant responsable peut-être que les joueurs, que la direction. Mais il a un petit peu plus tapé sur la direction que les joueurs, je trouve, aujourd'hui. Il a dit, j'ai pas de défenseur. Il a répété, j'ai pas de défenseur. Et il a répété, j'ai pas de défenseur. Donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas compris à la direction, mais au bout d'un moment, moi, j'ai compris. Le message est passé. Le coup de pression, comme je vous l'ai dit dans le titre, eh ben, il est là. Il est là, le coup de pression. Attention, cet été, si ça ne répond pas présent assez rapidement du côté de la direction, on pourrait avoir une surprise, je le répète. C'est-à-dire un départ de Zerbi. Qu'est-ce que je me fais chier? Les coachs, soi-disant, ils m'ont donné, enfin les coachs, la direction qui m'ont donné leur parole en me disant on va suivre un petit peu ce que tu nous demandes. Si tu veux des joueurs de tel profil, on va te donner des joueurs de tel profil. Je parle juste des joueurs là. Et derrière, si on lui donne pas de défenseur, comme on l'a fait cet hiver, on lui a fait un petit peu tarder, un petit peu, voilà, et finalement on n'a rien eu.
il pourrait se passer des dingueries. Et il faudra aller très vite cette fois. Il ne faudra pas tarder, comme je vous l'ai dit. La préparation technique, physique ici et là en retard. Et après, on le verra dans le jeu. Voilà, le début de championnat qui sera dégueulasse. On loupera peut-être le début de Champions League. Peut-être. Et s'il faut, on sera en tour préliminaire. Et on sera éliminé, comme face au Pana. Donc, voilà, attention, il y a une tension qui se crée. J'ai l'impression entre le clan de Zerbi et le clan direction Tandem Benassia. Donc ouais, c'est mon avis, je peux me tromper. Voilà, soi-disant l'union fait la force, ils se tapent dans la main. On sait très bien que c'est de la com. Voilà, il y a un photographe qui est payé pour ça, il fait la photo de loin, de dos, pour faire style. Mais derrière, bon, on n'est pas dupe. Moi, je suis pas dupe. Je sais pas si vous êtes dupe, je suis pas dupe. J'ai toujours été professionnel. J'ai parfois fait des erreurs, donc il l'avoue, et j'en ferai encore dans ma carrière. Mais ça m'énerve quand des choses qui ne sont pas vraies sortent dans les journaux. Je fais les choses de bonne foi, je veux juste aider le club à se qualifier en Ligue des Champions, que l'équipe puisse jouer le mardi et le mercredi soir, je donne tout. Ça, c'est très bien. Maintenant, on verra bien s'il restera là l'année prochaine. Je continue, et je continue avec quoi? Avec il faut remporter le match sur le terrain et pas de blabla. C'est fini les paroles, là je viens de le dire, fini, c'est sur le terrain que ça comptera avant tout. Là, la manière ne compte plus. Il faudra faire les résultats sur le terrain et peu importe ce qu'il y a sur le papier, eh ben, tu as beau être le meilleur joueur, il va falloir que tu fasses les efforts toi aussi. Par exemple, pour Greenwood, ici et là. Si tu dois faire les efforts, tu vas faire les efforts. Demain, on a le potentiel pour l'emporter et revenir à la deuxième place. On va creuser l'écart avec nos poursuivants. On a le potentiel pour faire 5 victoires sur 5 matchs. Je pense que oui. Il nous reste donc Montpellier, quand même. Il nous reste Brest, au Vélodrome, les deux. On va un peu mieux, hein. Ça va un peu mieux pour l'OM en ce début d'année 2025. On a gagné 5 matchs sur 7 à domicile, si je ne me trompe pas. Ça va mieux que le début de saison. Et alors qu'à l'extérieur, c'est cataclysmique. Il faut remporter le match sur le terrain et pas avec le blabla. Donc je reviens sur le calendrier. Donc je répète, on a Montpellier, Brest. On a le déplacement en Ligue qui risque d'être compliqué. C'est celui-là. La victoire là-bas, si tu l'atteins, bah, c'est bien. Et après, tu auras le déplacement au Havre et la réception de Rennes. Les 5 victoires sont probables, on peut le faire. Voilà. Après, maintenant, c'est aux joueurs à répondre sur le terrain, par le mental, par le caractère. Il faut remporter le match. Nanana. Demain, tout dépend de ce qu'on veut faire. Le résultat n'est pas écrit. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'il y a sur le papier qui compte, c'est sur le terrain. Tu dois le prouver. Je continue avec cette fois son avis sur les absences et les présences et on va tout droit vers la composition d'équipe. Et il a envie de voir Balerdi. Il a envie de voir Balerdi parce qu'il lui manque à Roberto De Zerbi. Je veux que Léo Balerdi joue le week-end prochain contre Brest. Je vous l'ai montré dans le début de la vidéo, comme quoi il y a une tension qui se crée pour cette défense. Et il l'a dit directement, Balerdi n'est pas là. Et si Balerdi n'est pas là, j'ai pas envie de mettre une défense à 4 parce qu'il me manque un axe droit. J'ai pas envie de mettre 2 gauchers dans la défense. J'ai envie de dire, tu as peut-être la solution, Rongier, Højbjerg. On les a déjà vus en défense. Je dis ça, je dis rien. Ou alors Murillo, repiqué dans l'axe, et Dedic à droite. Tu peux le faire aussi, De Zerbi. Tu peux le tenter. C'est des défenseurs, ça, de base. Je sais pas, il veut pas le tenter. Alors peut-être parce qu'il a peur. Voilà, il a peur de cette défense qui laisse totalement à désirer. Voilà, on a une défense cataclysmique par moment. Et peut-être que au lieu de mettre cette défense à 4, il met cette défense à 5 pour rassurer. Voilà, le côté rassurant avec les pistons qui viennent aider la défense qui reste à 3 quand on a le ballon. Et aussi le cas Greenwood. Parce que le cas Greenwood, si tu le mets sur un côté en 4-2-3-1 par exemple, lui ne va pas faire les efforts qu'Henrique ferait en ailier, en piston. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait un soutien de moins pour le côté droit déjà. Et le côté gauche, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Il n'est pas rassuré de ses défenseurs, de ses joueurs. Et pour l'instant, il n'a pas envie de prendre le risque. Alors, je pensais qu'il allait le faire. Je pensais qu'il était au bord de la falaise, comme je vous l'ai dit. Je pensais qu'il allait le faire. Mais il ne le fera pas. Il ne restera pas. Il ne passera pas en défense à 4. Et on passera directement, comme la défense habituelle, à 3 derrière. Concernant un autre retour, nous avons le retour de Luis Felipe Ramos à l'entraînement, vous l'avez vu. Mais il n'est pas apte pour débuter la rencontre selon De Zerbi. Ça, c'est problématique. Encore une fois, il nous manque encore un axe droit. Voilà, je me demande pourquoi on l'a recruté, encore une fois. Donc, c'est encore peut-être... Alors, il y a peut-être un domaine de côté rancunier de la part de Roberto De Zerbi. Est-ce qu'il ne l'alignerait pas parce que, justement, voilà, il n'a pas eu ce qu'il fallait cet hiver? Bon, ça, c'est vraiment extrapoler la chose et vraiment chercher la petite bête. Non, je ne pense pas qu'il est à ce point-là. Mais Luis Felipe Ramos, on le voit à l'entraînement depuis quelques jours, au collectif. Il fait les efforts, il va dans l'impact, dans le contact. Pas pourquoi il ne pourrait pas commencer le match, sortir à la mi-temps, s'il ne se sent pas bien, s'il est moins bien physiquement ou à l'heure de jeu. C'est un moment, c'est un professionnel. S'il n'est pas prêt physiquement à jouer, à être titulaire, c'est qu'il n'est pas prêt totalement. Et qu'il ne soit pas là à l'entraînement collectif. Qu'il ne s'entraîne à part et qu'il se remette en forme.
Je sais pas, je comprends pas moi. Le dossier Luis Felipe Ramos, il m'échappe. Je sais pas si vous échappe à vous, mais moi il m'échappe. Je continue avec Karim Attab qui nous fait le point. Je viens de le faire. Seul Léo Ballardi manque à l'appel pour l'entraînement de la veille de match. Donc aujourd'hui, tous les autres joueurs sont disponibles. Luis Felipe, Gouiri, Benasser ou encore Moumania sont là. Mais comme je vous l'ai dit, Luis Felipe, c'est entre deux. Allez, on enchaîne et on voit la compo probable. Alors, celle-ci, c'est celle que vous voulez, vous. Les viewers qui étaient sur mon live hier c'était ou avant-hier? Hier, je crois. Vous avez vu cette compo en 4-3-3. Vous avez enlevé Enrique, qui vous énervait un petit peu. Rongier, vous l'avez enlevé. Vous avez enlevé aussi Kondogbia en défense. Vous m'avez mis cette compo-là avec Ramos qui aurait été titulaire. Malheureusement, ça ne sera pas celle-là. Ramos ne sera pas là. Cornelius ne sera pas là. Parce que quand on lui a posé la question sur les défenseurs, il a dit « J'ai aucun défenseur ». Il a oublié qu'il avait Cornelius quand même. En parlant des centraux, c'est un défenseur central. Tu l'as pris pourquoi? Faut le respecter un petit peu quand même. Roberto, le pauvre Cornelius, il est pas venu pour venir pour passer son temps sur le banc et ne pas avoir sa chance et en plus être rabaissé comme ça par son propre coach. Donc je continue avec le choix cette fois de Roberto De Zerbi. Regardez bien, cette compo-là, c'était la vôtre. Et celle de Roberto, ça va être celle-là. Tout simplement, il a parlé en bien d'Ulysse Garcia, comme quoi il apportait de la vitesse. Et on le sait très bien que Kondogbia est un de ses chouchous. Donc il va le mettre en capitaine. Ça, c'est mon choix. Geronimo Rulli au gardien. Murillo en défense côté droit, dans la défense à 3. Kondogbia, défense qui remplace Balerdi ou Luis Felipe Ramos, là où c'était sa place normalement. À gauche, Ulysse Garcia qui prend la place de Cornelius parce qu'il manque de vitesse. Voilà. Merlin à gauche en tant que piston ou Dedic si vous voulez. Peu importe, je m'en fous. C'est du pareil au même. Deux joueurs tout carqués pour l'instant de ce qu'on voit. Excusez-moi pour le tout carqué, mais c'est comme ça. Ça sort tout seul, c'est nerveux. Pierre-Emile Højbjerg devant la défense aux côtés de Benasser. Alors, Benasser ou Rongier, choisissez votre joueur. J'ai mis Benasser, pourquoi pas, parce que je pense qu'il a un petit avantage par rapport à Roberto. Et Luis Enrique à droite. Alors, pourquoi Luis Enrique? Parce qu'on n'en a pas parlé tout simplement. En conférence de presse, personne, les journalistes, se sont retenus. Ils étaient bridés. Ils n'ont pas demandé. Voilà, donc pour Luis Enrique, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait qu'il soit suivi, machin. Ils auraient dû poser la question, foutre le dawa, poser la question pour le mercato. Voilà, Luis Enrique est en ce moment sur le départ. Il a sa tête ailleurs du côté de l'Inter. Est-ce que vous allez l'aligner? Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Moi, je pense que, bon, ils ont été drivés avant de commencer cette conférence de presse. Je parle des journalistes. Et ils n'ont pas voulu poser la question. Donc, du coup, on peut imaginer que Luis Enrique sera titulaire. C'est juste une imagination que j'ai comme ça. Ça tourne tout seul dans ma tête. Je ne sais pas si j'ai tort, mais en tout cas, je vous le propose. Luis Enrique à droite ou Dedic si vous voulez. Greenwood devant, Rabiot à leur place, comme d'habitude depuis 10-15 matchs. Et Gouiri devant, puisqu'il est plus blessé. Voilà pour la compo logique et pratiquement officielle de De Zerbi. À moins d'une dinguerie qui nous a tourné en bourrique. Voilà, qui nous a tourné en bourrique et que finalement, il y aura Luis Felipe Ramos et on aura la défense à 4 et on aura cette compo-là pratiquement. Pourquoi pas? On peut l'imaginer. Voilà, qui nous est tourné en bourrique total. Donc, il n'y a pas de Kondogbia. Il aurait mis Cornelius à la place. Il aurait mis Merlin en côté gauche en défense à sa place. Il aurait mis Ramos à sa place. Murillo à sa place. Højbjerg à sa place. Benasser à sa place. Rabiot à sa place. Jonathan Rowe, pourquoi pas à la place d'Enrique. Ou alors Enrique, si vous voulez, à leur place. Gouiri à sa place. Et Greenwood à sa place. Voilà. Imaginons, il y a une petite dinguerie comme ça. Je serais agréablement surpris. Après, comme il a dit, je reviens sur ses paroles, sur le côté tactique qui ne change rien. Je ne vais pas dire que ça change rien, mais ça peut ne rien changer. Ça pourrait ne rien changer. Voilà, parce que c'est vrai que le mental est très important et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont probablement lâché d'ici dans la fin de saison qui se proposent à nous. J'espère me tromper, j'espère qu'ils se trompent aussi s'ils changent de système et que ça fonctionne. Moi, je demande que ça fonctionne. Je m'en fous, moi. Je m'en fous que j'ai tort. Je m'en fous que mon avis est dégueulasse. Moi, le plus important, c'est que l'OM gagne. Comme ça, on est le plus heureux du monde. Et comme ça, les lives que je fais en matinale, pour ceux qui passent des moments avec moi, ils ne sont pas là avec moi à être toujours pessimistes et à manger des cachets toute la matinée. Voilà pour la compo probable. Maintenant, passons sur le classement. On revient général avec les places européennes en haut, mais aussi nos adversaires. Et oui, il faut parler un petit peu de Montpellier qui sont derniers à la ramasse. Vous les voyez, 15 points en 29 matchs. Ils ont perdu leurs 10 derniers matchs. On va aller voir dans les stats juste après en fin de vidéo. 10 derniers matchs quand même perdus. 7 matchs consécutifs là qui viennent d'arriver sans marquer le moindre but. Et dans les 10 matchs consécutifs de défaite, ils ont marqué un seul but. Lors d'une défaite contre Lyon, oui c'est ça, 4-1, il y a 8 matchs en arrière. C'est quand même une équipe en très grande difficulté.
Il y a de grosses tensions en interne entre la direction et les joueurs, parce que le fils de Loulou Nicolin, paix à son âme, a parlé après le match, le dernier match contre Angers, et il a dit directement, bon, on va faire du ménage, on va repartir sur une basse scène. Derrière, il y a Jordan Ferry qui passe à l'antenne, au micro de DAZN ou je sais plus qui, et il dit quoi? Il a dit ça le président, alors je me casse. Il y a beaucoup de tensions. Il y a un nouveau coach, par contre, peut-être une bonne donnée pour eux, qui peut insuffler quelque chose de nouveau. Et on va voir justement une partie de sa conférence de presse avec un point précis qui est très important pour notre défense. On va voir ça ensemble. Allez, on enchaîne avec le classement et leur compo. Leur compo, alors est-ce que c'est la probable? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous faire une compo probable là de Montpellier maintenant. Parce que ça va changer, encore une fois. Nouveau coach, nouvelles idées. Là, il a fait cette compo-là lors du dernier match perdu 2-0, comme vous le voyez, à Angers. Voilà, une défense à 5, un milieu à 4, très condensé, avec un seul attaquant, Koulibaly. Pas de Savanier, pas des autres joueurs, comme Delors, je ne sais pas s'il était suspendu, mais il n'était pas là apparemment. Voilà, donc ça risque encore de bouger, ça risque de chercher. Voilà, il va se chercher lui-même, je parle de Zoumana Camara, et il va voir peut-être une autre compo que celle-ci. Peut-être ça ne sera pas un 5-4-1, peut-être lui il va mettre un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, ou alors il va jouer comme nous, voilà, peut-être. On ne sait jamais. Allez, regardons justement l'avis de Zoumana Camara, et dites-moi là dans la compo que vous voyez là, quel joueur vous fait peur, franchement. Franchement, s'il y a un joueur qui vous fait peur là-dedans, je ne comprendrai pas votre crainte. Allez, j'enchaîne. Il y a l'avis, donc l'avis, la conférence de presse. Alors, je ne vous lis pas tout, je vous lis juste ce qui a marqué dans le premier chapitre. Et il nous dit quoi, Zoumana Camara? Je pars du principe que quand on a le ballon, on réduit peut-être le fait que l'adversaire soit dangereux. Donc, ce qui veut dire qu'il veut faire la bataille du ballon, la bataille de la possession avec l'OM, qui a la 2e du championnat de France et qui a la 4 ou la 5e en Europe. Ça va être difficile pour Montpellier d'avoir le ballon. Je pense qu'ils vont courir après le ballon s'ils la veulent. S'il le veut, ça va être compliqué. Même s'il n'y a pas de réalité dans le football. Je pense au match de Lens contre Reims. Oui, Lens qui a perdu, ils ont dominé largement, bon, on s'en fout de ça. Mais aujourd'hui, pour une équipe comme nous, c'est une réalité. Si on arrive à conserver le ballon, voilà, on va dire 32%, ça peut à la fois redonner de la confiance et créer des circuits de passe. Après, ce qui est très important, en jaune, il faudra amener un peu plus de verticalité et de monde dans la surface pour être beaucoup plus dangereux. Ce qui veut dire, on va faire un bloc bas. Voilà, si on vraiment traduit tout ça. Bloc bas, défense à 5-4 peut-être. Et derrière, on va balancer des longs ballons pour apporter de la vitesse dans le dos de la défense marseillaise. Et c'est ça qu'on a comme difficulté depuis de nombreux matchs. Toutes les équipes qui nous battent, c'est pratiquement de cette manière-là, ou presque, on va dire. On a beaucoup de défaillances dans notre défense. Il n'y a pas que ça. Mais la vitesse, les placements, les alignements laissent à désirer de côté de notre défense. Et ils peuvent jouer sur ça. Voilà. Donc s'il y a un danger, ça sera sur ça. Ou alors les coups de pied arrêtés. On peut imaginer que les coups de pied arrêtés, il peut y avoir du danger. Donc voilà l'avis de monsieur Camara. Vous avez toute la conférence de presse ou quelques parties. N'hésitez pas à lire de votre côté. Je ne vais pas vous lire tout. Voilà le principal message à faire passer de la part du coach montpelliérain. Regardons maintenant les stats pour terminer la vidéo et regardons bien précisément les stats. Donc je l'ai répété 2 fois, stats, mais c'est pas grave. 0. L'OM n'a perdu aucun de ses 11 derniers matchs contre Montpellier en Ligue 1 pour un bilan de 7 succès, 7 victoires, 4 nuls. Donc ça fait 11 matchs, effectivement. Marquant au moins un but sur chacune de ses rencontres. 26 buts au total. Donc ça fait plus de 2 buts de moyenne par match. En 11 matchs, 26 buts, c'est plus de 2 buts. 2. L'OM n'a perdu que 2 de ses 29 matchs à domicile contre Montpellier en Ligue 1 pour un total de 14 victoires, 13 nuls. Ça fait quand même assez équilibré si tu regardes bien. 14 victoires, 13 nuls. Est-ce que ça va pas s'égaliser dans le mauvais sens? 14, 14? Non, je veux pas. Je veux 15, 13 moi. Les 2 défaites datent d'avril 2012, quand ils étaient champions, voilà, devant les Puputes, et le août 2014, 0-2. Voilà, les 2 seules défaites en 29 matchs à domicile au Vélodrome contre Montpellier. 5. L'OM a remporté 5 de ses 7 derniers matchs à domicile en Ligue 1 en 2025 pour un nul et une défaite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est plutôt mieux que le début de saison, même s'il y a une défaite dans le lot. 10. Montpellier a perdu ses 10 derniers matchs, je viens de vous le citer, en Ligue 1. C'est la plus longue série en cours dans le top 5 européen. C'est bien. Liga, Bundesliga, Serie A, Première Ligue et le championnat de France. Les Héroltais, ont encaissé 22 buts pour un seul marqué sur la période, lors d'une défaite à Lyon, 4-1, je vous l'ai cité tout à l'heure. 0. Montpellier n'a pas marqué lors de chacun de ses 5 derniers déplacements. Moi j'ai dit sur les 7 derniers matchs, ils n'ont pas marqué. En Ligue 1 McDonald's 2024-2025. Le Montpellier Hero Sporting Club a d'ores et déjà échoué à marquer lors de ses 14 déplacements. 11 sur 14, ils n'ont pas marqué un but dans l'élite cette saison, ne faisant pire qu'en 1981-82 et en 2001-2002. Voilà, tout est négatif côté de Montpellier.
Faut vraiment vouloir réveiller les morts, comme il a demandé Karim Attab à la conférence de presse. Il a dit, vous savez, il y a cette expression française qui dit réveiller les morts. Est-ce que vous pensez? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas y penser. J'espère que vous n'y pensez pas qu'on va réveiller ces cadavres enterrés avec plein d'asticots autour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne le vois pas. Je ne l'imagine pas, je ne veux pas l'imaginer. Ça serait une grosse dinguerie. Je pense que là, ça pourrait aller très très mal. Ça pourrait aller très très loin. Attention, ça serait peut-être la fin de 2 derby. Hein. On peut l'imaginer. Une défaite. Moi, je vous l'ai dit, selon le scénario, je vous l'ai dit dans le live d'hier, ou d'aujourd'hui, plutôt ce matin. Selon le scénario, ça peut mal se passer. C'est un avis que j'ai. Après, peut-être que je me trompe. J'espère construire dans la continuité, stabilité ici là, mais ça peut très mal se passer. Je ne veux pas que ça se passe mal, mais ça peut. Allez, j'enchaîne avec le live de demain. N'hésitez pas à venir donner de la force. On se retrouve demain à partir de 19 h, si tout va bien de mon côté, pour un gros avant-match. 19 h jusqu'à 21 h, 21 h 05 pour le début de rencontre. Comme ça, on fera un point, un topo sur la conférence de presse que je viens de vous dire. Le coup de pression de De Zerbi sur la direction en termes de mercato, voilà, qui n'ont pas répondu à ses attentes pour le mercato hivernal. C'est mon avis. Si vous n'avez pas le même avis, il faut argumenter dans les commentaires. Faut pas dire tu es qui toi, ferme ta grande gueule, comme j'ai entendu dans le premier commentaire d'hier avec Enrique. Regarde la vidéo, ne te trompe pas un petit peu, sois pas bené, sois pas têtu. Regarde la vidéo jusqu'au bout, tu verras que mon avis sur Enrique, après il va te plaire. Il va te plaire. Voilà. Regarde jusqu'au bout. Et regardez jusqu'au bout toutes mes vidéos. Je peux parfois bafouiller, mais mes avis, je trouve qu'ils sont à peu près sensés. Je trouve, personnellement. Allez, on enchaîne et il nous reste quoi? C'est tout, c'est tout. Peut-être un petit point sur l'actualité. Allez, je le fais avec vous. Alors, on a Nicolas Fiol de Football Club de Marseille qui nous met quoi? Qui nous met son avis sur le match. Voilà, le match. Est-ce que ça va être match nul? Ici et là. Le pronostic. Et mon pronostic, je vais vous le donner. Mon pronostic, je vais vous le donner. Pourquoi pas maintenant sur l'écran ici. Voilà, n'hésitez pas, like, dislike, abonnement, cloche. Voilà, qu'on monte vers les 100 000. On n'est pas loin. Il nous en manque encore 79 000 et quelques. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ici et là. Donc mon pronostic. Voilà, j'ai oublié de le donner dernièrement et ça a porté préjudice puisqu'on a perdu contre Monaco. Donc je vais vous le donner. Victoire de 3 buts d'écart. Voilà, je suis positif et je vois un 4-1. On va encaisser un but comme d'habitude. 4-1. Et peut-être même qu'on sera mené au score. Peut-être même. Voilà. Mais on va gagner 4-1. Allez. Oh, c'est une équipe de Braquet. J'espère, bordel. C'est une espérance que j'ai là de 4-1. Après, si on gagne 1-0, je le prends quand même. Je le prends quand même. Allez, voilà. Donc, vite, donnez votre prono à vous. Voilà. Et les buteurs, si vous voulez aussi. N'hésitez pas. Je vais vous donner un petit Gouiri qui va marquer un but ou deux. Pourquoi pas allez, Greenwood. Allez, et après le 4e, je sais pas. Choisissez-vous. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'hésitez pas à donner vos pronos, vos compos et tout le team ici dans les commentaires. À demain. Vive le foot chez Sebastian Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao.